Vieille peau, personne ne te supporte. De toute façon, tu finiras par dîner seule. » Ces mots cruels, plus tranchants que le givre d'un matin de décembre, se sont affichés sur l'écran de mon téléphone en ce soir de Noël. Je les ai lus une fois, puis une deuxième, et encore une troisième, comme si la répétition pouvait en atténuer la violence inouïe. Ils n'émanaient pas d'un étranger malveillant, mais de mes propres enfants, au sein de ce groupe de discussion familiale que j'avais créé des années auparavant avec tant de tendresse et d'espoir. En cette nuit sacrée, j'ai compris avec une clarté brutale qu'un simple dîner manqué pouvait anéantir bien plus qu'une famille. Il venait de pulvériser l'ultime illusion selon laquelle l'amour maternel est un bouclier suffisant pour maintenir unis des êtres qui ne souhaitent plus l'être. Je m'appelle Monique, j'ai 61 ans, et je vis dans cette demeure de Hambourg que j'ai bâtie de mes propres mains, brique par brique, durant des décennies de labeur acharné. C'est dans ces murs que Stéphane, Pascal et Cécile ont grandi, protégés par mon silence et mes sacrifices. En se réveillant, la maison était pourtant prête. Les effluves du chapon au marron flottaient dans l'air, les bougies du sapin scintillaient avec une ironie cruelle, et la table était dressée avec ma plus belle vaisselle de Saxe. Pourtant, le silence était total, seulement rompu par le tic-tac de l'horloge. Cette histoire, je l'ai gardée enfermée en moi trop longtemps, mais aujourd'hui il est temps de briser les scellés. C'est l'histoire d'une mère qui pensait que la dévotion était une assurance contre la solitude, jusqu'à cette nuit où l'ombre a définitivement remplacé la lumière. 2 semaines avant les fêtes, j'avais envoyé une invitation chargée d'une espérance presque enfantine sur notre groupe familial. J'avais pesé chaque mot avec la minutie d'un orfèvre, cherchant l'équilibre parfait entre l'affection et la discrétion. Mes chéris, cette année, mon seul vœu est que nous soyons réunis pour le réveillon. Je préparerai tous vos plats favoris, je vous attends à 20 heures précises. J'avais ajouté un cœur rouge et un petit émoji de sapin, espérant une étincelle de chaleur en retour. Stéphane avait répondu le premier, d'un ton laconique, « C'est entendu, maman ». Pascal avait envoyé un simple pouce levé. Cécile n'avait même pas ouvert le message pendant 48 heures, mais dans ma naïveté protectrice, j'avais interprété ce silence comme une confirmation tacite. Je me persuadais qu'ils étaient simplement absorbés par leur carrière brillante, mais qu'ils honoreraient ma table. J'ai passé des journées entières à orchestrer ce festin. Je me suis rendue au marché des Laubes, bravant le vent cinglant de l'Elbe, là où l'air embaume la cannelle et le bois de pin. J'ai choisi le plus beau chapon, des pommes bio de l'Altesland, et les épices précises que Pascal aimait tant pour sa sauce. J'ai dépensé sans compter, puisant dans mes économies de retraité, car pour ma famille, rien n'était trop coûteux. Durant 72 heures, mes mains usées n'ont cessé de peler, hacher, pétrir et surveiller les cuissons avec une ferveur de Vestale. Le 24 décembre, j'ai sorti la nappe en lin blanc, un héritage familial précieux. J'ai disposé les verres en cristal de Bohême, les serviettes brodées à mes initiales. J'avais enfilé une robe élégante, m'étais coiffée avec soin et j'avais même utilisé un nuage de mon parfum préféré. Je voulais qu'il voie une mère épanouie, pas une femme fatiguée. À 19h30, le décor était planté. La musique de Noël jouait doucement, créant une atmosphère de conte de fées, et le chapon exhalait son parfum réconfortant. Je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai attendu, les yeux fixés sur la porte. 20 heures sonnèrent. Aucun bruit de moteur dans l'allée. 20h30, le silence devenait lourd, presque physique. À 21h, la panique a commencé à me lacérer les entrailles. J'ai écrit un message fébrile. « Mes enfants, le dîner est servi, où êtes-vous » Aucune réponse. J'ai tenté d'appeler Stéphane, son téléphone sonnait dans le vide. Pascal a basculé sur messagerie. Cécile a rejeté mon appel après une seule sonnerie. À 22h, la réalité m'a frappé, il ne viendrait pas. C'est en consultant mon téléphone que j'ai découvert le fil de l'horreur. Stéphane s'était trompé de groupe de discussion. Il y avait un chat parallèle, une zone d'ombre créée sans moi. Cécile s'y moquait de mon obsession pour les traditions, Pascal disait qu'il préférait être n'importe où ailleurs, et Stéphane avait conclu par cette insulte sur la vieille peau. Quelque chose de vital s'est alors brisé en moi. Ce fut un effondrement intérieur, silencieux et irréversible. Je suis restée prostrée devant cette table magistrale prévue pour 4 personnes. J'ai rempli une assiette, une seule, la nourriture me paraissait avoir le goût de la poussière. J'ai mâché un morceau de viande avec un effort surhumain, sentant mon cœur se transformer en pierre. Les bougies continuaient de consumer leur cire,
l'obscurité avait déjà gagné mon âme. Dans ce silence de mort, j'ai pris la décision la plus radicale de mon existence. Je me suis remémoré le jour où Stéphane est né, il y a 38 ans. Mon mari, Robert, m'avait juré à la maternité que nous lui offririons une vie exempte de toutes les privations que nous avions connues. Nous avons sacrifié notre jeunesse pour tenir ce serment. Robert passait ses journées sur les chantiers, rentrant avec les mains brûlées par le ciment, avec l'éclat du devoir accompli dans les yeux. Moi, je nettoyais les bureaux des gratte-ciel de Hambourg, parcourant la ville en bus à 4 heures du matin pour que mes enfants ne manquent de rien. Quand Stéphane a voulu son premier vélo de marque à 14 ans, nous avons travaillé en double vacation pendant des mois pour satisfaire son caprice. Nous avons toujours placé leurs désirs au-dessus de nos besoins. Pour Pascal, nous avons financé ses études de commerce international, Robert prenant des heures supplémentaires la nuit pour payer les frais de scolarité. Pour Cécile, j'ai économisé chaque euro pendant 5 ans, me privant de tout luxe personnel, pour lui offrir son rêve de Disneyland Paris. Nous les avons élevés dans l'idée que le monde leur appartenait, nous avons oublié de leur apprendre le prix de la gratitude. Quand Robert a été frappé par une défaillance systémique il y a 7 ans, me laissant seul dans cette grande maison, mes enfants m'avaient promis de ne jamais m'abandonner. Ne crains rien, maman, nous serons tes piliers, m'avait assuré Stéphane. J'ai voulu croire en ce mirage. Mais avec les années, la réalité s'est révélée bien plus sombre. Stéphane, devenu un cadre influent, n'avait plus de temps que pour ses obligations mondaines. Pascal, toujours à court de capital, me voyait comme une banque à découvert permanent. Cécile, quant à elle, s'était construit un univers où mon existence était devenue un embarras social. J'étais devenue la ressource d'urgence. S'il fallait s'occuper de Théo parce que la baby-sitter faisait défaut, j'étais sollicitée. S'il fallait éponger une dette de jeu ou une réparation de voiture, j'étais appelée. Mais s'il s'agissait simplement de partager mon silence ou d'écouter mes doutes, ils s'évaporaient. J'ai accepté cette dégradation de mon statut durant des années, la lecture de ce message de Noël a été l'électrochoc final. Il y a 2 ans, pour l'anniversaire de Stéphane, j'avais préparé son dessert favori et j'avais appelé pour savoir quand le lui déposer. « Reste chez toi, maman, nous organisons une réception pour mes associés, ta présence serait inadaptée, m'avait-il répondu sans sourciller. J'avais pleuré devant mon gâteau. Pour Pascal, j'ai accepté de lui prêter 5 000 € pour une opportunité d'investissement qui s'est avérée être un mensonge. Il n'a jamais remboursé un centime, et quand j'ai osé aborder le sujet, il s'est emporté, me traitant de vieille avare. Cécile, elle, m'a fermé la porte au nez un jour de pluie sous prétexte qu'elle recevait des amis de haut rang. J'étais devenue un spectre dans leur monde de paillettes. Le 25 décembre, alors que le soleil se levait sur un Hambourg enneigé, je n'ai pas versé une seule larme. Je me suis levée avec une détermination que je ne me connaissais pas, j'ai préparé un café serré et j'ai contacté Maître Laurent, l'avocat qui avait géré la succession de Robert. Je savais que le joindre un jour férié était inhabituel, il a décroché, percevant la froideur inhabituelle de ma voix. « Maître, je veux réviser l'intégralité de mes dispositions testamentaires. Je veux que mes enfants soient écartés de tout héritage futur. » Il y eut un silence pesant au bout de la ligne. « Monique, c'est une décision irréversible et d'une gravité extrême. » « Maître, je n'ai jamais été aussi lucide. Je refuse que le fruit de mon labeur serve à financer le mépris de ceux qui me renient. » Je lui ai tout décrit, les années d'humiliation, le chat secret de la veille, et ce sentiment d'être un objet jetable à leurs yeux. Le protocole s'est mis en marche avec une précision chirurgicale. Les 3 véhicules que j'avais généreusement mis à leur disposition, qui étaient restés légalement à mon nom pour des questions de taxes, ont été déclarés comme faisant l'objet d'une utilisation abusive. J'ai ordonné aux autorités de bloquer les droits de circulation de ces voitures. J'ai également révoqué toutes les procurations bancaires que j'avais laissées sur mes livrets d'épargne. Stéphane a été le premier à appeler, la voix saturée de rage, à 8 heures du matin. « Maman, qu'est-ce que tu fabriques ? Ma voiture est immobilisée par le système de sécurité. » Je n'ai pas répondu. Pascal a suivi peu après, hurlant à l'injustice. Cécile m'a envoyé des messages de menaces, m'accusant de folie sénile. Je les ai tous bloqués sans aucune hésitation. Le 26 décembre, j'ai bouclé ma valise de cuir et j'ai réservé un vol pour Majorque. Pour la première fois de ma vie, je partais seule, sans demander l'aval de quiconque.
J'ai loué une villa discrète face à l'immensité de la mer, loin de la grisaille étouffante de Hambourg. Durant cette parenthèse, j'ai appris à respirer à nouveau sans me sentir coupable d'exister. J'ai échangé avec d'autres femmes qui avaient connu des trajectoires similaires. J'ai compris que mon silence et mes concessions avaient été leurs meilleurs alliés. En rentrant chez moi, j'ai trouvé 3 colis imposants sur mon perron. L'intégralité de leurs effets personnels que j'avais fait expédier par une société de transport. Je ne voulais plus une seule trace de leur passage dans ma maison. Les échos de leur déchéance sociale m'ont parvenu par le biais de Maître Laurent. Stéphane a dû affronter un divorce dévastateur car Valérie, sa femme, ne supportait pas de perdre son train de vie luxueux sans mon soutien financier occulte. Pascal, acculé par des dettes de jeu qu'il ne pouvait plus dissimuler, a dû liquider tous ses biens pour éviter les poursuites. Cécile a perdu son statut social car l'image de fille parfaite qu'elle vendait sur les réseaux s'est brisée net lorsque la vérité sur notre rupture a fuité. Ils étaient enfin confrontés à la réalité brute de leurs actes. La vieille n'était plus là pour amortir le choc de leur chute. 1 an plus tard, j'ai fondé une structure d'accompagnement appelée l'Envol des mères, dédiée aux femmes victimes de malveillance familiale. Je les aide à poser des limites fermes, à retrouver leur autonomie et leur fierté. Un jour, Cécile est apparue à ma porte, les traits tirés et les yeux rougis. Elle a tenté de balbutier des excuses. J'ai posé ma main sur la sienne et je lui ai dit « Je t'ai pardonné dans mon cœur, je ne reviendrai pas en arrière. » La leçon est apprise pour nous deux. J'ai retrouvé mon petit Théo dans un square, grâce à l'aide de sa mère qui avait fini par comprendre. Son étreinte sincère a été ma plus belle victoire de l'année. Aujourd'hui, ma demeure est saturée de lumière et de sérénité. Je ne suis plus une ombre, une femme debout. Le passé est une archive, le futur est mon propre jardin que je cultive avec soin.